Quand l'armée mongole réussissait à ouvrir une brèche dans les murailles d'une ville, le fracas de la bataille ne marquait pas la fin de l'horreur, mais le début de quelque chose de bien plus sombre. Le massacre immédiat pouvait être brutal, mais pour celles qui survivaient, surtout les femmes, ce n'était là que le prélude d'un destin encore plus terrifiant. En plein jour, devant les voisins et les membres de la famille encore en vie, beaucoup étaient déligotés avec des lanières de cuir brut qui s'incrustaient dans leur peau. Une douleur physique qui n'était qu'un avant-goût de ce qui allait suivre. Certaines recevaient des marques de charbon sur le corps, des symboles indiquant à qui elles appartenaient désormais, scellant leur identité comme de simples possessions. D'autres étaient forcées d'avancer pieds nus sur les restes fumants de leur propre maison, les braises dégageant encore une chaleur suffocante et l'odeur de destruction imprégnant l'air. Imaginez un instant que vous êtes au milieu de ce qui fut jadis votre foyer. La fumée s'élève en fines colonnes des toits effondrés, estompant la pâle lumière du matin. L'air est lourd d'un mélange suffocant de grains brûlés, de bois calciné et de l'odeur métallique et reconnaissable du sang. Sous vos pieds, des fragments de poterie brisés crissent et à quelques mètres, une charrette renversée bloque la rue. Dans un coin proche, un enfant pleure, mais ses sanglots sont étouffés par un silence pesant, dense, qui semble tout recouvrir comme un linceul invisible. Alors, vous les voyez. Les histoires que vous croyiez jadis exagérées prennent forme devant vous. Des cavaliers vêtus d'armures doublées de cuir, noircis par la poussière et le sang de campagnes précédentes. Ils se déplacent avec une précision inquiétante, chaque geste calculé, chaque regard jaugeant le terrain et les personnes. Il n'y a pas de cris ivres, ni de pillage chaotique. Ceux qui dominent maintenant votre ville ne sont pas de simples bandits. Ce sont des conquérants avec un plan méticuleux. Et dans ce calme froid, vous savez que la véritable terreur ne fait que commencer. Pendant des années, les histoires sur les Mongols ont voyagé plus vite qu'eux-mêmes. Commerçants, pèlerins et messagers chuchotaient dans les tavernes et sur les marchés des récits d'armées surgissant de nulle part, de villes tombant en quelques jours et de populations entières rayées de la carte. Ces récits semblaient impossibles, comme des exagérations nées de la peur, mais même dans les royaumes les plus lointains, le simple fait de prononcer leur nom provoquait un silence tendu. Cependant, ce que personne ne percevait avec suffisamment de clarté, c'est que la réalité dépassait toutes les mises en garde. La cruauté mongole n'était pas le fruit d'une impulsion incontrôlée, mais une méthode soigneusement conçue. Pour eux, la peur était une arme aussi tranchante qu'une épée. Ils ne se contentaient pas de vaincre sur le champ de bataille. Ils planifiaient chaque étape pour briser l'esprit de l'ennemi avant qu'il n'ait la possibilité de se relever. Leur objectif n'était pas seulement de conquérir, mais de laisser un message qui résonnerait bien au-delà des murs fraîchement abattus. Résistez, et vous serez détruits, corps, âme et mémoire. Et ce message voyageait, porté autant par les rumeurs que par les survivants eux-mêmes qui, souvent par la volonté des Mongols, étaient laissés libres pour raconter ce qu'ils avaient vu. Cette utilisation calculée de la terreur permettait à de nombreuses villes de se rendre sans qu'une seule flèche ne soit tirée. Il suffisait de voir les drapeaux mongols flotter à l'horizon pour que les dirigeants locaux prennent la décision d'ouvrir les portes et de livrer des tribus, dans l'espoir, presque toujours vain, d'éviter l'anéantissement total. Pour les villes qui osaient résister, ce qui les attendait après leur défaite était une succession d'actes si précis et froids qu'ils ne laissaient aucune place à l'espoir. Et dans ce schéma d'horreur, les femmes captives occupaient une place centrale, devenant un outil de pouvoir qui projetait la domination mongole, bien au-delà du champ de bataille. Les Mongols ne sont pas nés en tant qu'empire. Pendant des siècles, ils furent des tribus dispersées parcourant les vastes plaines d'Asie centrale, vivant de l'élevage et de la chasse, dans un environnement où la survie exigeait une résistance physique, une mobilité constante et une maîtrise absolue de l'équitation et du tir à l'arc dès l'enfance. Ces tribus, unies par des liens de clans et des migrations saisonnières, se disputaient férocement le contrôle des pâturages, des chevaux et du bétail. La vie dans la steppe était rude, marquée par des hivers implacables et des étés brûlants. Et seuls ceux qui développaient une habileté extraordinaire à s'adapter pouvaient prospérer. À la fin du XIIe siècle, un homme nommé Temujin émergea comme figure centrale. Son charisme personnel se combinait avec une discipline inflexible et une vision claire, unir toutes les tribus sous son commandement.
À ceux qui acceptaient son autorité, il offrait loyauté et protection. À ceux qui résistaient, la destruction totale. Son succès dans cet objectif culmina lorsqu'il adopta le titre de Gengis Khan, souverain universel, jetant ainsi les bases de la machine militaire la plus redoutée de l'histoire. L'armée mongole était une force sans précédent. Chaque soldat était un cavalier expert capable de tirer des flèches avec précision, tout en galopant à grande vitesse. Il pouvait couvrir plus de 100 km en une seule journée, pénétrant profondément en territoire ennemi avant que les défenses ne puissent s'organiser. Leur ligne de ravitaillement ne dépendait ni de caravanes ni d'entrepôts, mais des troupeaux qui voyageaient avec eux, ce qui leur permettait de soutenir des campagnes sur des distances colossales. Mais leur force ne résidait pas uniquement dans la vitesse et l'endurance. Ils comprenaient mieux que quiconque la valeur de la peur comme outil de guerre. Quand ils rencontraient de la résistance, la réponse était une démonstration calculée de terreur, des villes rasées, des populations anéanties et quelques survivants libérés intentionnellement pour propager le récit. Ainsi, dans des lieux comme l'Empire khwarezmien ou dans les principautés russes, les villes qui osaient s'opposer étaient détruites jusqu'à leur fondation, laissant une traînée de cendres et de chaînes. Et maintenant, votre ville a rejoint cette longue liste, sur le point de subir un destin écrit avec précision et répété maintes et maintes fois par l'armée de la steppe. Lorsque les Mongols franchissaient les portes d'une ville, ils ne se précipitaient pas dans un pillage chaotique comme le feraient d'autres armées. Leur entrée était un acte chorégraphié, conçu pour déraciner toute volonté de résistance. La première chose était d'abattre les étendards et les drapeaux du gouvernement local, les remplaçant par les simples et austères bannières de la Horde, des symboles qui proclamaient sans mots que la ville n'appartenait plus à ses anciens propriétaires. Ensuite, en quelques minutes, ils sécurisaient les bâtiments clés, le palais, la place du marché, les temples. Chaque cavalier semblait savoir exactement où se diriger, comme si la ville avait été étudiée avant l'attaque. Ceux qui tentaient encore de se défendre dans ces derniers instants étaient abattus sans hésitation, et leur corps gisait dans les rues comme un avertissement visible pour tous. Il n'y avait pas de cris improvisés ni de désordre. Au lieu de cela, un son étrange commençait à parcourir les rues. Le battement rythmique de tambours ou de cors, utilisé non pas pour coordonner la bataille, mais pour que chaque citoyen survivant comprenne que son monde avait changé pour toujours. Cet écho, montant et descendant selon des schémas prémédités, était un rappel constant que toute résistance était terminée. Dans ces premières heures, les Mongols n'imposaient pas seulement leur contrôle physique, mais aussi psychologique. Des prisonniers blessés, anciens défenseurs de la ville, étaient conduits le long des avenues principales avec leur armure brisée et la tête baissée, non pas en hommage à leur bravoure, mais comme une humiliation publique. Les derniers hommes armés étaient traqués méticuleusement jusqu'à ce qu'il ne reste que les désarmés et les vulnérables. Et tandis que la peur s'enracinait dans les cœurs, les Mongols laissaient intentionnellement s'échapper quelques habitants. Ces fugitifs devenaient les porteurs d'un récit qui voyagerait plus vite que n'importe quel messager officiel, le récit de la chute, de l'humiliation et de l'impuissance. À la fin de cette phase initiale, la ville n'était plus reconnaissable. Ses rues, ses places et même l'air lui-même semblaient appartenir à d'autres. Ce n'est qu'alors, quand la défaite était gravée dans l'esprit de chaque survivant, que commençait l'étape suivante, la division de la population, un processus aussi méticuleux que le réglage d'une corde d'arc. Une fois que la ville était totalement sous leur contrôle, les Mongols entamaient la phase suivante avec un calme terrifiant, séparer ses habitants. Ce n'était pas un processus chaotique ou précipité. Il semblait suivre un scénario répété d'innombrables fois dans d'autres villes conquises. Des soldats à cheval parcouraient les rues, ordonnant dans une langue incompréhensible pour la plupart, à tous de sortir de leur maison et de se rassembler sur les places ou les avenues principales. L'objectif n'était pas de communiquer, mais de rabattre les vaincus comme du bétail. Les hommes en âge de combattre étaient d'abord mis à part. Quiconque montrait des blessures de bataille était exécuté sans délai, souvent devant la foule, comme un avertissement silencieux. Ceux qui étaient sains étaient ligotés par groupes de 10 ou 20 et emmenés ailleurs. Les Mongols ne les voyaient pas comme des esclaves utiles, mais comme des menaces potentielles, et les menaces étaient éliminées complètement.
certains étaient forcés à effectuer des travaux exténuants pendant une courte période avant d'être exécutés, utilisant leurs forces une dernière fois avant de les jeter. Les hommes âgés, les vieillards et les garçons trop jeunes pour combattre avaient des destins variés. Si les ressources étaient rares ou la résistance avait été féroce, beaucoup étaient directement tués. D'autres pouvaient être conservés comme main-d'œuvre, toujours sous stricte surveillance armée. La classification des femmes était, peut-être, la partie la plus froide et la plus troublante du processus. Des officiers à cheval les évaluaient en quelques secondes, recherchant des signes de jeunesse, de santé et de résistance physique. Les plus jeunes et les plus vigoureuses étaient séparées pour être transportées avec l'armée, tandis que d'autres étaient destinées à des tâches à l'intérieur du territoire conquis. Les mères avec de jeunes enfants pouvaient rester ensemble, mais seulement si l'on estimait que les enfants pourraient être utiles à l'avenir. En quelques heures, des familles entières étaient déchirées par un simple geste d'un soldat. Les supplications et les protestations étaient réduites au silence par le tranchant d'une épée ou la tension d'un arc prêt à tirer. Au final, la ville cessait d'être une communauté. Elle devenait une masse dispersée de captifs sans la protection de la famille ni des liens sociaux. Et tandis que les femmes sélectionnées étaient rassemblées pour le voyage forcé, qui les éloignait de leur foyer, la prochaine étape de la conquête commençait à se déployer. Lorsque la séparation était complète, les Mongols ne se pressaient pas de cacher leurs prisonniers. Au contraire, la marche forcée était une démonstration de pouvoir, conçue pour être gravée dans la mémoire de quiconque en serait témoin. Les femmes sélectionnées, ainsi qu'un petit groupe d'enfants et d'artisans qualifiés, étaient placées au centre de la colonne. Autour d'elles, des cavaliers armés avançaient à un rythme constant, surveillant chaque mouvement et transmettant par leur seule présence qu'il n'existait aucune possibilité d'évasion. Le déplacement commençait souvent avant même que les flammes de la ville ne s'éteignent. Derrière eux, la fumée et l'odeur pénétrante de la destruction restaient dans l'air comme un rappel insupportable. Devant, le chemin s'étendait vers des terres ouvertes où il n'y avait ni refuge ni cachette possible. Les Mongols planifiaient l'itinéraire de manière à ce que les captifs traversent les villages voisins ou les zones fréquentées, s'assurant que la vision de la colonne atteigne le plus d'yeux possible. Ainsi, le récit du désastre se propageait aussi rapidement que la peur. Tous ne parvenaient-vous pas à résister au trajet. Ceux qui s'affaiblissaient ou retardèrent l'avancée étaient éliminés sur le champ, sans cérémonie ni mot. Les survivants apprenaient rapidement que maintenir le rythme était une question de vie ou de mort. La discipline du groupe ne dépendait pas de chaînes, mais de la terreur que les Mongols savaient inspirer à chaque regard. À chaque kilomètre parcouru, les captifs s'éloignaient davantage de tout ce qu'ils avaient tout connu. Les liens avec leur passé étaient entrecoupés aussi brusquement que si une lame d'acier les avait sectionnés. Mais ce déplacement n'était pas seulement un moyen de transport, c'était une déclaration vivante de la domination mongole. La simple image d'une longue colonne de prisonniers, gardée par des cavaliers implacables, suffisait à convaincre toute communauté qui observait que résister serait un suicide collectif. Au terme de la marche forcée, les captifs étaient conduits vers un campement temporaire ou un établissement sécurisé sous contrôle mongol. Là commençait une nouvelle étape, l'assignation de leur destin. Ce moment n'était pas laissé au hasard. Les commandants les plus gradés supervisaient le processus, souvent accompagnés de leurs gardes personnels. Les jeunes femmes, saines et sans cicatrices visibles, étaient les premières à être réclamées. Certaines devenaient concubines ou servantes des chefs militaires, tandis que d'autres étaient réparties entre les soldats comme récompense pour leur service, une stratégie qui renforçait la loyauté au sein de l'armée. Toutes ne restaient pas près des troupes. Beaucoup étaient envoyés dans différents coins du vaste territoire sous domination mongole. Celles qui possédaient des compétences spéciales, comme le tissage, la préparation de repas raffinés ou la réalisation de travaux artisanaux de valeur, pouvaient être intégrées dans des foyers nobles ou dans la logistique des camps militaires. Cependant, la plupart étaient délibérément dispersées dans des régions éloignées de leur patrie, de manière à ce qu'elles ne puissent jamais revenir ni retrouver d'autres survivants. Même celles qui ne subissaient pas de violence immédiate vivaient sous une surveillance constante. Tout geste considéré comme une désobéissance, parler une langue interdite,
refuser d'obéir à un ordre, tenter de s'enfuir, pouvait signifier la mort instantanée. Les Mongols étaient connus pour appliquer des châtiments rapides et publics, conçus pour semer la peur parmi tous les captifs. Pour beaucoup, cette étape marquait le début d'une vie entière en captivité, sans espoir de liberté. Elles pouvaient être transférées d'un maître à l'autre, traitées comme des marchandises, offertes pour sceller des alliances ou vendues comme partie du butin de guerre. Leur identité était réduite à la fonction que leurs ravisseurs voulaient leur assigner, et toute trace de leur passé s'effaçait avec le temps. Ce n'était pas une cruauté aléatoire, mais un système calculé pour transformer la conquête en une source constante de richesse et de main-d'œuvre, assurant que le bénéfice de la guerre se prolonge bien au-delà de la bataille. Une fois que les captifs avaient été transférés ou répartis, les Mongols reportèrent leur attention sur la ville conquise. Cette phase finale n'était pas un acte de colère, mais une partie essentielle de leur stratégie, l'élimination totale de tout vestige de la communauté. Il ne s'agissait pas seulement de détruire ses défenses, mais d'effacer son existence de la mémoire collective. Les murailles et les fortifications étaient abattues, pierre par pierre, s'assurant qu'elles ne puissent être reconstruites facilement. Les portes étaient démantelées ou brûlées, et les tours défensives réduites en décombres. Si, pendant le siège, ils avaient ouvert des brèches dans les murs, ces blessures étaient ensuite élargies pour les rendre irréparables. Les temples, sanctuaires et autres lieux sacrés étaient dépouillés de tout objet de valeur, puis profanés ou détruits entièrement. Cette attaque contre la spiritualité des habitants avait un but clair: briser non seulement leur capacité de défense, mais aussi la foi qui pourrait inspirer une résistance future. Les places de marché et les entrepôts, cœur de la vie économique, subissaient le même sort. Les greniers étaient incendiés ou leur contenu livré au bétail mongol. Les sources et les puits d'eau étaient contaminés ou bloqués, rendant impossible la survie de tout traînard. Parfois, ils modifiaient même le paysage. Ils détournaient les rivières, détruisaient les systèmes d'irrigation, démolissaient les ponts, jusqu'à ce que l'endroit devienne inhabitable. Si la ville était sur une route commerciale importante, ils pouvaient fonder un nouveau village à proximité sous leur contrôle, détournant ainsi le commerce et laissant les ruines tomber dans l'oubli. Le résultat final était un silence absolu. Les rues où l'on entendait autrefois le brouhaha du commerce ou les célébrations devenaient des espaces vides, lentement reconquis par la nature. Les quelques survivants dispersés dans l'Empire garderaient les souvenirs, mais rien d'autre ne resterait debout. Pour les Mongols, effacer une ville, c'était s'assurer qu'elle ne se relèverait jamais contre eux. C'était un avertissement gravé dans la terre même, destiné à perdurer pendant des générations. La destruction d'une ville n'était pas la fin de la campagne mongole, mais le début d'un impact beaucoup plus vaste. La nouvelle de son destin voyageait à une vitesse étonnante, multipliée par les témoignages des survivants libérés à dessein pour semer la panique. Sur les marchés et les places des villes lointaines, les atrocités étaient racontées avec force détail, et chaque auditeur ajoutait une nuance plus effrayante, amplifiant ainsi la terreur. Face à un tel tableau, de nombreux dirigeants évaluaient attentivement le coût de la résistance. Ils savaient que la victoire face aux Mongols était une rareté, et que la défaite n'impliquait pas seulement la mort personnelle, mais l'anéantissement de leur peuple, de leur culture et de leur place dans l'histoire. C'est pourquoi il n'était pas rare que des villes entières décident d'ouvrir leurs portes et d'offrir des tributs avant qu'une flèche ne soit tirée. Même dans ces cas, la soumission était acceptée selon des termes strictement dictés par les Mongols, réaffirmant leur domination. Les femmes captives étaient intégrées à la structure vivante de l'Empire. Certaines étaient absorbées par des foyers mongols, élevant des enfants qui ne connaîtraient jamais la terre de leur mère. D'autres étaient envoyées dans des régions reculées, si lointaines qu'elles se perdaient à jamais, diluant ainsi les liens culturels des villes conquises. Ce processus de dispersion culturelle était aussi efficace que la destruction physique. Les Mongols n'avaient même pas besoin de raser chaque établissement pour avancer. La peur qu'ils laissaient derrière eux leur permettait de conquérir des régions entières, avec un effort militaire minimal. Ainsi, en moins d'un siècle, leur domination s'étendit des côtes du Pacifique aux confins de l'Europe de l'Est.
Leur invincibilité ne reposait pas uniquement sur la vitesse, la discipline ou la dextérité guerrière, mais sur une certitude implacable. Résister signifiait la disparition totale de tout ce qu'une communauté avait été. Les feux qui avaient dévoré votre ville se sont éteints il y a longtemps, ne laissant que les ombres noires de ce qui furent autrefois des murs, des maisons et des temples. Les rues restent silencieuses, non pas parce que la vie a repris son cours normal, mais parce qu'il n'y a plus personne pour les parcourir. Les quelques survivants sont dispersés, loin, leurs voix transformées en fragments d'un chœur d'histoire qui voyageront vers la prochaine ville et la suivante, comme un présage de ce qui peut se répéter. À l'horizon, les étendards mongols s'éloignent, s'estompant dans la distance, tandis que leurs cavaliers cherchent déjà leur prochain objectif. Pour vous, il n'y a pas de retour. Le lieu où vous êtes né, les personnes que vous aimiez, même le nom de votre ville, ont été effacés du monde comme s'ils n'avaient jamais existé. Tel était le véritable pouvoir de la méthode mongole, non seulement gagner des batailles, mais éliminer complètement un peuple de l'histoire. C'était une stratégie si efficace qu'elle leur a permis de construire le plus grand empire terrestre contigu jamais vu. Et pourtant, même si la ville disparaissait et que ses habitants étaient dispersés, la mémoire de ce qui s'était passé survivrait au-delà de la vie de l'Empire lui-même. Car dans l'histoire, ce ne sont pas seulement les faits remémorés qui comptent, mais aussi ceux qui ont été arrachés. Parfois, les histoires les plus importantes sont précisément celles qui ont failli disparaître à jamais, noyées par le silence et l'oubli. Si ce voyage à travers les ténèbres cachées du passé vous a laissé avec le besoin de connaître d'autres vérités enfouies, d'autres épisodes attendent d'être dévoilés. Car l'histoire, dans son essence, est aussi faite de voix perdues, et des échos qui envers et contre tout parviennent à perdurer.